l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous l'avez compris, vous venez de vivre en un différé de 52 ans la proclamation de l'indépendance de la République du Mali. C'était le 22 septembre 1960 dans l'hémicycle de l'Assemblée territoriale du Soudan français. Peu de temps seulement après le congrès de l'Union soudanaise et RDA qui lui s'est tenu au collège technique de Bamako, l'actuel lycée technique. La foule des congressistes réunis donc au lycée technique de Bamako s'est levée et en ferveur suivait Modibo Keïta et Fili Dabo Sissoko qui marchaient, nous disait-on, la main dans la main vers le lieu de consécration, c'est-à-dire l'actuelle Assemblée nationale du Mali. Le premier président de la République du Mali indépendant, Modibo Keïta, instituteur de son État, avait 45 ans, il mesurait un peu plus de 1,90 m, très bel homme, nous disons. Aussi, ce soir, nous ne parlerons que du Mali, surtout du Mali, et rien que du Mali. En cette veille de 22 septembre 2012, le président de la République par intérim, son Excellence Yonkounda Traoré, s'adresse à la nation malienne. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous réunis. Un peu, un but, une fois, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Mes chers compatriotes, chers amis et hôtes du Mali, dans quelques heures, nous allons célébrer le 52e anniversaire du Mali indépendant. Pour toutes les générations de Maliens, le 22 septembre recèle une grosse charge émotionnelle et éveille en chacune et en chacun d'entre nous un fort sentiment de fierté patriotique qui résiste à la fois à l'usure du temps et à celle des épreuves qui jalonnent malheureusement le cheminement des nations. Oui, même les grandes nations, et nous sommes une grande nation malgré les difficultés du moment, même les grandes nations, dis-je, suivent leur destin, et ce destin est rarement linéaire. Ce 22 septembre, année d'illustration. En effet, c'est la première fois en 52 ans que nous célébrons l'anniversaire de notre indépendance dans des conditions singulièrement pénibles, voire humiliantes, dans un pays dont plus de la moitié est occupée. L'histoire livrera un jour la chronique réelle de la tragédie qui nous a frappés à Tombouctou, à Diré, Niafenke, Gundam, Kidal, Tessalit, Aguelok, Abeywara, Gao, Bourem, Ansongo, Menaka, Douanza. 13 cercles aux mains des forces hostiles, constituant les 2 tiers du territoire
pour l'indépendance duquel les pères fondateurs du Mali ont consenti tant et tant de sacrifices. Il est un devoir impérieux pour nous d'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui se sont battus, souvent avec l'énergie du désespoir, pour que notre pays s'engage sur le chemin de la dignité et de l'honneur. Certes, la commémoration de l'aboutissement de la lutte héroïque de nos aînés est un bel hommage que nous devons leur rendre chaque année. Mais elle est surtout un moment privilégié pour enseigner aux jeunes générations les valeurs fondatrices de notre nation, à savoir le patriotisme, le sens de l'honneur et de la dignité, une foi inébranlable dans notre destin de nation libre et unie, l'amour du travail, les valeurs de partage, de solidarité et de justice. Toutes choses qui sont trop souvent mises en mal par le désir effréné de certains d'entre nous d'arriver à leur fin en privilégiant des raccourcis qui sont à l'analyse trompeurs, injustes et dévalorisants. Qui sont mises en mal par les diverses agressions dans la partie septentrionale de notre pays. Agression d'abord à l'initiative du Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, puis dans le prolongement des événements survenus les 21 et 22 mars derniers, l'expression de l'irrédentisme a fait la jonction avec le terrorisme transfrontalier et international, marqué du saut des djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, du mouvement pour l'unicité et la justice en Afrique de l'Ouest, Moujao, de Boko Haram et de groupuscules salafistes, et tout cela sur fond de narcotrafic florissant. Aujourd'hui, cette commémoration est aussi un moment privilégié pour dire la tragédie que nous vivons en tant que nation, pour dire jusqu'où l'ensemble national est éprouvé. Dire toute la souffrance de nos frères et sœurs du Nord, ceux et celles restés sur place et endurant quotidiennement la loi des agresseurs, comme celles et ceux forcés à l'exil avec ses précarités et ses contraintes dramatiques. Sonrai, Peul, Arabes, Touareg, Togon, Bamana ou autres compatriotes de Gao, Kidal, Tombouctou, Douenza, nos pensées vont vers vous. Nous sommes sensibles et concernés par vos souffrances et votre détresse. Nous savons que chaque jour de plus dans cette tragédie est un jour de trop. Et jamais il n'a été question, ni ne saurait être question pour nous de vous abandonner dans ce sort douloureux. Mes chers compatriotes, l'heure, nous l'avons compris et nous y avons travaillé, est à la mobilisation, à la remobilisation de toutes nos énergies et de toutes nos ressources pour entamer dès maintenant la libération de nos régions occupées par la négociation ou par la force. C'est tout le Mali qui se tient prêt pour cette mission historique, avec en première ligne nos forces armées qui ont perdu une première bataille, il est vrai, mais qui ne peuvent perdre la guerre pour l'honneur, la dignité et la grandeur du Mali. Nous avons besoin de nos forces armées et notre armée a besoin de nous. Elle a besoin d'être rééquipée, réarmée moralement, remise en ordre de bataille et surtout d'être réconciliée avec elle-même. Nous devons trouver la force et la sagesse de régler la question des bérets rouges et des bérets verts. Nous allons nous y employer dans les jours à venir. Notre armée a besoin de nous sentir à ses côtés et derrière elle. C'est pourquoi nous devons réaliser la nécessaire union sacrée autour de cette armée unie et déterminée à relever les grands défis qui sont les siens.
Ce sont aussi nos nombreux frères, amis et partenaires qui sont prêts à témoigner leur solidarité en ces moments lourds de défis pour notre nation qui veut rester unie sous la bannière d'une république laïque, vivant en paix et voulant la paix pour ses voisins et pour le monde. Et c'est parce que le péril est grand et multiforme, mes chers compatriotes, que nous avons décidé de saisir le président en exercice de la CEDEAO d'une requête sollicitant l'appui de l'organisation sous-régionale pour recouvrer notre intégrité territoriale. Cette requête a curieusement suscité une campagne de désinformation et des interprétations toutes plus fantaisistes les unes que les autres. D'abord, je dois dire solennellement que cette requête a été faite en parfait accord avec la hiérarchie militaire et le ministère de la Défense, et en parfaite intelligence avec le Premier ministre, chef du gouvernement. D'autre part, le contenu de la requête est en tout point conforme aux propos que j'ai tenus lors de mon investiture et dans mon adresse à la nation du 29 juillet 2012, où je disais, je cite, « Je fais entièrement confiance aux services de sécurité maliens et à l'armée malienne pour assurer la sécurité du président de la République et celle des autres institutions de la République. Les dispositions déjà prises ou envisagées pourront bien entendu être affinées et améliorées en fonction des moyens et équipements que nous pourrons réaliser. » Fin de citation. Dans la requête, il n'y a pas autre chose. Pour la sécurité des institutions de la transition, il y est demandé des équipements et des moyens formulés par l'armée malienne elle-même, et il y est précisé que le déploiement de forces de police constituées et d'unités combattantes de l'armée est sans objet. Cela, me semble-t-il, est très clair. Par ailleurs, au point grand E de mon adresse du 29 juillet 2012, il est annoncé, et je cite, « Une requête en direction de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies, en fonction des conclusions de la mission qui a séjourné dernièrement à Bamako. » Fin de citation. Il s'agit bien entendu d'une mission des états-majors de la CEDEAO. Donc, des requêtes ont été élaborées, encore une fois, en accord avec la hiérarchie militaire, et j'ai dépêché le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra comme porteur de messages à leurs destinataires au niveau de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies, de la France et des États-Unis. Mes chers compatriotes, puisque nous la préparons, nous ferons la guerre s'il ne reste pas d'autre choix. Mais nous réaffirmons ici que notre premier choix reste le dialogue et la négociation. Notre deuxième choix reste le dialogue et la négociation. Notre troisième choix demeure le dialogue et la négociation. C'est pour cette raison qu'à l'issue des assises nationales qui se tiendront dans les jours prochains, pour une vision partagée de la transition, de ses organes et de sa feuille de route, des contacts seront établis en vue d'engager des négociations sincères dans le respect strict de l'intégrité territoriale et de la laïcité de la République. Et j'en appelle aux groupes armés qui opèrent au nord de notre pays d'accepter de s'engager également et résolument dans la voie du dialogue et de la négociation de façon sincère et constructive. Mes chers compatriotes, le rétablissement de notre intégrité territoriale est une cause nationale. Nous avons l'obligation de relever ce défi pour léguer à la postérité un pays unifié, pacifié et réconcilié avec lui-même, avec ses voisins et le monde entier. Il doit en être de même pour l'organisation des prochaines élections, cet autre grand moment de notre démocratie. Depuis une vingtaine d'années, notre pays a organisé régulièrement
des élections dont la qualité a été unanimement reconnue et saluée par l'ensemble de nos partenaires. Aussi devons-nous saisir l'opportunité des élections à venir pour nous convaincre nous-mêmes et convaincre la communauté des démocraties que la rupture démocratique intervenue courant mars 2012 n'était qu'un regrettable incident de parcours. Pour les démocrates que nous sommes, il ne saurait y avoir d'autres modes de conquête du pouvoir d'État en dehors des élections, qui sont et demeurent le souffle de la démocratie. Celles à venir le seront davantage au regard du contexte de crise d'une part et des enjeux qui y sont rattachés d'autre part. Mes chers compatriotes, hôtes et amis du Mali, traditionnellement cet exercice est le moment idéal pour dresser l'état de la nation. En plus, il ébauche des perspectives plus crédibles en fonction des réalités sociopolitiques et économiques du moment, tant sur le plan national qu'international. Mais vous comprendrez que dans le contexte actuel, il n'y ait d'autres perspectives que la reconquête de nos territoires occupés et l'organisation des élections. Toutefois, ces enjeux vitaux ne seraient justifiés que l'État se soustrait à ses devoirs et engagements contractuels vis-à-vis des acteurs nationaux, régionaux et internationaux. L'État tiendra ses engagements en vue de répondre aux aspirations légitimes des travailleurs. Et c'est le lieu de saluer le sens du patriotisme des syndicats qui ont su, en toute responsabilité, contenir les impatiences pressantes de leurs militants. Je voudrais également leur exprimer notre profonde gratitude pour leur engagement constructif dans le processus de sortie de crise. C'est une année d'épreuve qui nous est imposée. Mais dans sa clémence, Dieu est en train de nous gratifier d'un bon hivernage. Et cela est déterminant dans un pays où l'écrasante majorité de la population vit d'agriculture, d'élevage et de pêche. De même, une année académique s'est achevée et les différents examens et évaluations ont pu se dérouler là où cela était possible. Puisse la nouvelle année scolaire, qui s'annonce être plus performante pour les pouvoirs publics, les scolaires, les enseignants et les parents d'élèves. Au plan économique, les sacrifices consentis ont permis de faire face aux charges de fonctionnement de l'État, notamment le paiement des salaires. Nous savons cependant que le secteur privé et l'économie globale sont en souffrance du fait de la suspension de l'aide consécutive à la rupture de l'égalité que notre pays a connue. Mais avec la mise en place du gouvernement d'union nationale et le retour de la légalité constitutionnelle, nous poursuivons nos efforts en direction de la communauté internationale afin qu'elle reprenne au plus vite avec notre pays la coopération économique et financière suspendue. Mes chers compatriotes, j'ai foi en vous. J'ai foi en notre pays. Le Mali vaut que nous acceptions de nous pardonner, de nous donner la main pour mettre fin à la tragédie que nous vivons. Cela est possible si nous ne levons pas la main pour détruire, mais pour construire. Si nous n'ouvrons pas la bouche pour diviser, mais pour unir. Si nous n'utilisons pas notre plume pour semer le doute et le désespoir, mais pour conforter et pour mobiliser. Si nous pensons, chacune et chacun, et travaillons, chacune et chacun, au retour d'un Mali plus fort, plus démocratique, plus responsable. J'ai conscience, encore une fois, d'être le président d'un pays en guerre. J'ai conscience qu'il faut aller vers le compromis dynamique et la recherche des équilibres. J'ai conscience surtout que mon devoir est grand envers ce peuple digne et fier, ces paysans, ces opérateurs économiques, ces humanitaires qui se battent nuit et jour sans jamais céder au découragement. J'ai conscience que le retour à la démocratie et à la stabilité est urgent et que seul peut y conduire la légitimité d'un pouvoir élu. Mon souhait, et ce à quoi j'engage le gouvernement,
c'est que le message à la nation du 22 septembre 2013 soit le fait d'un président élu. Un président élu dans les conditions de transparence et de crédibilité requises. J'ai conscience enfin. Et hélas, que le calvaire du nord de notre pays continuera tant que nous nous battrons au sud pour nos ambitions personnelles, pour des vengeances ou des haines personnelles qui sont totalement inopportunes dans un pays dont l'existence même est en jeu. Notre pays peut et doit revenir dans la communauté des nations qui comptent. Mettons fin à nos divergences. Mettons ensemble nos efforts, nos intelligences et nos volontés. Faisons-le pour nous-mêmes. Faisons-le pour nos enfants. Faisons-le pour nos épouses et nos maris. Faisons-le pour nos pères et nos mères. Faisons-le pour le Mali. Bonne fête de l'indépendance dans la communion, dans la méditation, dans la remobilisation pour un Mali libéré, uni et démocratique. À nos frères et sœurs déplacés à l'intérieur du territoire national, à ceux qui n'ont eu d'autre choix que de prendre le chemin de l'exil, je dis courage. Nous venons vers vous et nul ne pourra se mettre en travers de notre route. Vive le Mali, un et indivisible, démocratique et laïque. Vive l'Afrique, unie et solidaire. Que le Tout-Puissant nous inspire, qu'il protège et bénisse le Mali. Je vous remercie. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peu, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain. Les chants fleuris d'espérance, les cœurs vibreux de confiance. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre le message à la nation du président par intérim de la République, le professeur Dioncounda Traoré, message duquel nous retenons un Mali un, indivisible, démocratique et laïque. Le président de la République par intérim a travaillé cet après-midi où il a reçu plusieurs personnalités, parmi lesquelles M. Manuel Blanco, directeur Afrique de l'Ouest et du Centre, avec lequel il a été question de la situation sociopolitique de notre pays. Et quant aux investisseurs italiens ou suisses qui ont aussi été reçus par le président de la République par intérim, ils sont venus échanger avec le président Dioncounda Traoré sur leur projet de construction d'une raffinerie d'or au Mali. Ce 22 septembre 2012 vient à la suite du 22 mars 2012, une date inscrite dans les annales de l'histoire du Mali désormais. C'est en effet ce jour qu'un coup d'État militaire a déposé le président Amadou Toumani Touré. 7 mois après, nous revenons sur quelques faits marquants de la nouvelle page d'histoire du Mali. C'est des commentaires de Sidiki Dambélé. Le 21 mars 2012 est sans doute l'aboutissement d'une escalade d'événements. Les ministres de la Défense Sadio Gassama et le chef d'état-major général des armées, le général Gabriel Poudjougou, sont pris à partie par des militaires mécontents au cours d'une rencontre au camp Sundiata Keïta de Kati sur l'évolution de la situation au nord du Mali. Les militaires en colère se dirigent alors vers la capitale et investissent l'ORTM qui suspend ses programmes aux environs de 15h30. Ils attaquent la présidence mais ne peuvent mettre la main sur le président qui a été exfiltré. Le palais est pillé et partiellement incendié.
Dans la nuit, plusieurs personnalités sont arrêtées et conduites au camp Soundiata Keïta de Kati, devenu le siège du putsch. Le 22 mars, les mutins constitués en Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État CNRDRE font une déclaration à 5 h du matin à la télévision nationale. La Constitution est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes jusqu'à nouvel ordre. Un gouvernement inclusif d'union nationale sera constitué après consultation de toutes les forces vives de la nation. Il justifie le coup d'État par, je cite, l'incapacité du gouvernement à donner aux forces armées les moyens nécessaires de défendre l'intégrité de notre territoire national. Fin de citation. Les frontières du pays sont fermées et le couvre-feu est décrété à partir de 18 h. Certains partis politiques et mouvements sociaux applaudissent, tandis que d'autres dénoncent le coup d'État qualifié de recul démocratique pour le Mali. Le 26 mars, les frontières sont partiellement réouvertes pour permettre l'acheminement des denrées de première nécessité et du carburant. Le lendemain, le couvre-feu est levé et des prisonniers politiques libérés. Les chefs d'État de la CEDEAO réunis à Abidjan suspendent le Mali de l'organisation sous-régionale et décident de l'envoi d'une délégation composée des présidents ivoiriens, béninois, burkinabés, nigériens et libériens. Leur avion n'atterrira jamais à Bamako. Le 30 mars, la ville de Kidal tombe dans les mains du mouvement national de libération de l'Azawad et d'Ansardine. Le lendemain, c'était le tour des villes de Gao et de Tombouctou. Le capitaine Amadou Aya Sanogo demande le soutien des amis du Mali. Le 1er avril, il annonce en présence des négociateurs de la CEDEAO qu'il rétablit la constitution du 25 février 1992, les institutions et promet des consultations avec les forces vives du pays dans le cadre d'une transition. 6 jours plus tard, le CNRDRE signe un accord de sortie de crise avec la médiation ouest-africaine dans lequel il s'engage à rendre le pouvoir aux civils après la démission du président de la République. Le président de l'Assemblée nationale assurera la transition. L'accord prévoit la nomination d'un premier ministre de transition et une loi d'amnistie contre les auteurs du coup d'État. Les choses s'accélèrent. Le 8 avril, la CEDEAO décide de lever toutes les sanctions prises contre le Mali et le même jour, Amadou Toumani Touré présente officiellement sa démission. Le 17 avril, Cheikh Modibo Diarra est nommé Premier ministre. Le 19 avril au soir, Amadou Toumani Touré est exilé à Dakar, au Sénégal. Le 25 avril, Cheikh Modibo Diarra forme un gouvernement de transition de 24 membres, composé surtout de techniciens et de militaires. Le 30 avril, la radio-télévision est attaquée aux environs de 19 h, ainsi que les camps militaires de Kati. La population vit une nuit d'affrontements violents à l'arme lourde, notamment entre bérets verts et bérets rouges. Plusieurs morts sont à déplorer. Les négociations entre les pouvoirs de Bamako et les rebelles du Nord semblent inexistantes et l'intégrité territoriale n'est toujours pas restaurée. La tension monte de nouveau. Le 21 mai, le président de la transition, le professeur Dionkounda Traoré, âgé de 70 ans, est agressé très violemment par des manifestants opposés à son maintien au pouvoir. Éprouvé physiquement, il part pour Paris le 23 mai, officiellement pour des analyses médicales complémentaires. Le 5 juin, une enquête pour tentative d'assassinat est ouverte par la justice malienne. Et c'est finalement le 27 juillet, après 64 jours de traitement et de convalescence, que le président de la République regagne Bamako. Dans son discours 2 jours après, il annonce la mise en place d'un gouvernement d'union nationale au terme de consultations qu'il mènera lui-même. Ce gouvernement de 32 membres verra finalement le jour le 20 août 2012 avec comme mission fondamentale la reconquête des territoires occupés et l'organisation d'élections libres et crédibles. Voilà, triste épisode d'un film qui n'est pas encore achevé. C'est pour ça qu'on s'interroge sur notre avenir. Que devient Maliba? Que sont devenues nos gloires et notre fierté? Les populations se prononcent sur la crise qui secoue le Mali. Elles estiment que l'heure n'est plus aux divergences, mais plutôt à l'unité nationale. Les Maliens souhaitent aussi le soutien de la communauté internationale, la priorité actuelle demeurant la reconquête des régions occupées par les islamistes et autres trafiquants, narcotrafiquants. Ibrahima Koulibaly et Ibrahima Traoré se sont baladés à Bamako, caméra sur l'épaule, micro en main, voilà ce qu'ils nous rapportent.
Veille du 22 septembre à Bamako, les populations vaquent tranquillement à leurs affaires. Cette atmosphère ambiante cache la triste crise que traverse le pays. La situation préoccupe de plus en plus les Maliens qui célèbrent cette année la souveraineté nationale dans un pays coupé en deux par des islamistes. Je vois même que c'est un peu triste que nous fêtons le 22 dans ces conditions-là. Le 29 septembre, c'est ma vie. C'est ma vie en quelque sorte. Comme la carte grise d'un véhicule. Une année de 22 septembre morose, dans la mesure où nous traversons une crise. Et cette crise déborde même le Mali aujourd'hui. Les Maliens tiennent à leur patrie. Illustration parfaite, le drapeau national flotte partout à travers la ville. Aujourd'hui, le peuple n'aspire qu'à la reconquête des régions occupées et au retour rapide de la paix. Nous traversons une zone de turbulence, mais l'espoir est permis. Avec vraiment le sacrifice de soi, tout peut aller. Et je pense qu'il est très nécessaire que tous les Maliens fassent des concessions. Parce qu'il ne suffit pas d'aimer le Mali dans le discours, il faut l'aimer pratiquement. C'est-à-dire poser des actes qui prouvent que réellement on aime le Mali. Il y a des gens vraiment qui sont pessimistes, qui disent que vraiment la situation ne fait que détériorer davantage. Mais je l'ai dit, de ne pas perdre espoir, car on le dit, le Mali reste un et indivisible et que tout le monde doit être uni et solidaire entre eux. Moi, je voulais que la paix revienne au Mali, mais il faut que les dirigeants ici à Bamako s'entendent d'abord. Les citoyens partagent la même conviction. La résolution de la crise passe impérativement par l'unité nationale, mais les avis divergent sur l'aide de la CEDEAO et de la communauté internationale. L'armée malienne a intervenu partout en Afrique. Si nous sommes confrontés à de mêmes problèmes, nous devons accepter que la CEDEAO intervienne. Ça, c'est normal. Mais la CEDEAO n'a pas sa place à Bamako ici. La place de la CEDEAO, c'est au nord. Je pense que pour une sortie de crise, il revient aux Maliens de se donner la main, de trouver une solution à leurs problèmes. L'on comprend aisément que les Maliens restent encore très sensibles à tout ce qui se passe dans le pays. Et tout le monde estime que l'heure n'est plus au discours, mais plutôt aux actions concrètes pour faire face à l'essentiel, c'est-à-dire la reconquête du Nord. Oui, ce qui est arrivé au Mali est un incident de parcours et ce n'est pas un premier coup de vent qui peut balayer notre histoire, notre dignité et notre pays tout court. C'est en substance le contenu des messages des leaders religieux que nous avons rencontrés à l'occasion du 52e anniversaire de l'indépendance de notre pays, dans leurs vœux et prières. Ces forces vives de la nation appellent à un sursaut national pour résoudre la double crise institutionnelle et sécuritaire qui secoue notre pays. Bourama Traoré, les détails dans ce reportage. C'est un anniversaire au goût amer. Les 52 ans du Mali indépendant sont célébrés dans un contexte très difficile. Ce qui est arrivé à notre pays n'est qu'un incident de parcours. C'est une parenthèse qui va être certainement, qui va se refermer dans un temps bref. Parce que je crois en ce peuple. Je sais que le Mali peut rebondir, doit rebondir et va rebondir, Inch'Allah. Peut-on encore rêver d'unité dans la mesure où nous voyons nos frères et sœurs partir à droite et à gauche, vivre sous des tentes, vivre surtout de l'aumône des autres. C'est vrai que nous sommes un peuple de partage, de solidaires, mais qu'est-ce qu'il y a de plus terrible pour un homme que de sentir que son pain quotidien dépend de la collecte internationale et nationale, de l'aumône de l'autre. Nos vœux pour la nation malienne, c'est que nous puissions vraiment continuer à jouir de notre souveraineté nationale dans le cadre d'une république démocratique, d'une république laïque. Comme disait l'autre, les grands défis se posent au grand peuple et l'imbroglio politico-sécuritaire dans lequel se trouve le Mali ne saurait être une exception. Il faut dire que chaque nation passe par des soubresauts, des moments difficiles et que ces difficultés doivent non pas être un obstacle permanent, mais plutôt une leçon, une expérience qui nous permet de monter plus haut. Nous sommes une grande nation qui a fait beaucoup. Nous avons eu à construire des empires, de grandes civilisations. Je pense que le premier coup de vent qui va venir ne peut pas balayer le Mali.
Pour redresser le bateau Mali, les leaders religieux prônent une unité dans la diversité, comme le martèle bien notre hymne national. Et que Dieu le miséricordieux vous entende. Un vieil homme presque en larmes, Bakary Kamian, le professeur pionnier de l'indépendance qui a tout vu, tout assisté depuis 52 ans, souhaite voir un Mali uni, un Mali de paix comme en 1960 où la France passait le témoin à la nouvelle République du Mali. Le professeur Bakary Kamian, à l'occasion de ce 52e anniversaire, formule ses vœux à toute la nation malienne. C'est au micro de Tchemoko Sagara. À l'occasion du 22 septembre, tous mes vœux vont vers un Mali uni, un Mali en paix, un Mali réconcilié avec lui-même, où tous les enfants du pays vont se retrouver. Donc ce que je souhaite, c'est que mon pays soit parmi les meilleurs dans le monde. Je souhaite que mon pays soit très uni, que nous parlions le même langage, que nous soyons confiants les uns aux autres et que notre Mali soit un pays respecté et respectable. Parce qu'aujourd'hui, nous savons ce qu'est la situation du Mali. Un pays, je dirais, presque abandonné de tous, un pays qui vit dans une sorte de solitude et qui a besoin de réconfort moral de tous ses habitants pour pouvoir aller de l'avant. Alors nous souhaitons vivre en paix avec nos voisins. Donc je souhaite que mon pays soit comme le 22 septembre 1960, au moment où la France passait le relais au gouvernement de la République du Mali, et notre pays soit un pays uni, unifié, d'accord avec lui-même et dans toutes ses frontières officiellement reconnues à l'époque. Donc pour moi, mon désir, je ne peux pas avoir de désir plus ardent que de revoir le Mali unifié, le Mali fort, respecté et prospère. Oui, nous ne rêvons pas, c'est ce que nous espérons tous. Nous avons tous en souvenir quand lors du bourré du Bambouk, le sel de Taoudénit, la Kola du Sud s'échangeait au milieu de ce Mali carrefour de civilisation, où la cohabitation des différentes communautés des régions de notre pays s'est toujours caractérisée par une certaine complémentarité. Celle en communauté ne va pas sans difficulté. C'est pourquoi plusieurs mécanismes ont été développés pour la résolution des conflits. Nous en parlons ici avec le professeur Doulaye Konaté, historien qui est au micro de Daouda Zoumana Traoré. Le Mali dans lequel nous sommes, il a trois grandes mémoires. Précoloniales, on va dire, pour aller vite. La mémoire coloniale et la mémoire post-coloniale. Notre identité intègre ces trois mémoires-là. Et d'ailleurs, je crois que notre problème, c'est de pouvoir articuler ces trois mémoires-là. Nous portons en nous toutes ces mémoires-là. Et les brassages, c'est à l'intérieur de ces grands ensembles-là que ces brassages ont été les plus forts. Parce que l'organisation de ces empires-là faisait que, et aussi la géographie, on est en zone de savane, les gens se déplaçaient, les échanges étaient plus faciles qu'en zone de forêt, et donc les populations sont allées dans tous les sens. Mais aussi l'organisation politique, en assurant la stabilité, mais ce qu'il faut retenir, les ensembles doivent leur réputation, doivent leur rayonnement, à leur capacité à assurer l'ordre et la stabilité. Que ce soit le Ouagadougou, que ce soit l'Empire du Mali, que ce soit le Songhai, ces ensembles ont réussi à intégrer un espace dans lequel l'ordre, la sécurité, je veux dire, et la stabilité ont régné. Et donc cela a favorisé effectivement les échanges, n'est-ce pas, à travers notamment le commerce transsaharien, un phénomène majeur. On parlait de complémentarité. L'un des facteurs de cette complémentarité, c'était le fameux commerce transsaharien. Vous trouvez dans les grandes villes, comme Tombouctou, comme Gao, comme Niani, au plus au sud, vous trouvez des arabo-berbères qui étaient installés pour les nécessités du commerce. Les relations entre les différentes communautés, depuis cette époque, ont souvent été caractérisées par des heurts. Et même à l'intérieur des communautés sédentaires, il y a des heurts. La vie ensemble ne va pas sans difficulté. Si ces sociétés ont mis en place des mécanismes de prévention, de résolution des conflits, disons des mécanismes de régulation sociale, c'est parce qu'il y avait des conflits. Les sociétés sahéliennes sont des sociétés conflictuelles, parce que ce sont des sociétés hiérarchisées, ce sont des sociétés stratifiées. Et pour parler des régions du Nord, je pense qu'il y a un certain nombre de pactes
très ancien qui était établi entre sédentaires et nomades. Il y a des liens sacrés, des pactes de sang qui unissent des familles. Voilà donc, avant de tourner provisoirement la page officielle de ce 22 septembre, je vous rappelle que demain, une cérémonie de dépôt de gerbes au monument de l'indépendance est prévue avec le président de la République par intérim. Aussi, les membres du Conseil des ordres nationaux et les dignitaires de l'ordre national sont conviés à cette cérémonie prévue demain 22 septembre à 8 h au monument de l'indépendance. Et puis à cette occasion, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle nous gratifie d'une journée supplémentaire de repos le 22 septembre 2012, tombant sur un samedi, jour non ouvrable, et en application des dispositions pertinentes de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du lundi 24 septembre 2012 est chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Puis en route pour New York, où il représente le Mali à la session annuelle de l'Organisation des Nations Unies, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, au cours d'une escale à Paris, a été reçu hier par le ministre des Affaires étrangères français Laurent Fabius. Les entretiens ont porté, vous vous en doutez, sur la situation sécuritaire au Mali, une des questions principales qui sera abordée à la session des Nations Unies. Laurent Fabius a été accroché par notre reporter Makamfin Konaté. Nous avons parlé évidemment de la situation au Mali et de la nécessité pour le Mali de recouvrer son intégrité, c'est essentiel. C'est vraiment la priorité et c'est l'esprit dans lequel le président et le Premier ministre travaillent. Et nous, Français, nous pouvons être uniquement des facilitateurs. Il s'agit de rien de plus, mais je pense qu'il est important que toutes les forces démocratiques puissent se rassembler pour permettre au Mali de recouvrer son intégrité. Un des dossiers du jour consacré aux festivités du 52e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Le thème de ce soir est axé sur les artistes du Mali qui ont chanté, qui ont dédié des chansons à la construction nationale et à l'unité africaine, une gamme de productions qui prouve que le Mali est un pays de culture plurielle, comme nous le dit Alpha Maïga. Des chansons engagées, pures et vivantes. Elles émanent des artistes maliens qui ne chantent que le Mali. De Kaï à Kidal en passant par Bamako, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao. Ces productions artistiques et plusieurs autres ont un message commun, la construction nationale. Ces chansons nous rappellent notre détermination à faire de ce pays un pays digne d'être cité parmi les nations du monde entier et d'Afrique. Et ces chansons ont été des chants qui galvanisaient les travailleurs, les élèves, les militaires et tous ceux qui sont dans le service de développement au Mali pour leur permettre de doubler davantage d'efforts, doubler davantage d'engagement par rapport à la construction nationale du Mali. Les artistes au Mali n'ont pas seulement chanté le Mali, leur pays natal. Véritables panafricanistes, des mélodies ont été dédiées à l'Organisation de l'Unité africaine, hier OUA, aujourd'hui Union africaine. Pour les artistes, à travers cette organisation, c'est l'espoir en vue de la décolonisation totale du continent. Je me rappelle un chant comme un chant de Gao, Yermara, Africa Inga Kafo. Je ne suis pas de Soraï, mais j'ai retenu ce chant parce que ça prenait l'unité, la participation du Mali, le sacrifice que le Mali est prêt à accepter pour l'unité africaine. Les chants dans nos langues nationales dénotent du brassage des différentes ethnies culturelles du Mali. Un Mali pluriel, uni et solidaire, comme symbolisé ici par Fissa Meiga dans ce chant Mali Isabero ou le grand fleuve, le fleuve Niger, tout un symbole.
Ainsi, toute une gamme de productions diverses nous fait revivre des souvenirs, mais aussi nous engage à plus de sacrifices pour le Mali. La République du Mali, un peuple, un but, une foi, 52 ans aujourd'hui. Oui, merci Alpha. Issa Bero me rappelle bien ma ville natale, Niafunke, dont c'est le nom. Il a une quarantaine d'années de carrière cinématographique derrière lui. Il s'agit de Souleymane Cissé, l'un des cinéastes les plus en vue au Mali et même en Afrique, pour avoir produit de nombreuses œuvres et obtenu de nombreuses distinctions, tant au niveau africain que mondial. S'il tire son inspiration du quotidien des Maliens, sur la situation actuelle que vit notre pays, Souleymane Cissé affirme, non sans regret, qu'il ne pouvait l'imaginer, même en fiction. Mais le plus important pour le cinéaste, c'est qu'il garde la foi en l'avenir de son pays. Je vous propose de l'écouter. J'ai vécu certaines injustices qui m'ont beaucoup touché. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à avoir ce choc de pouvoir m'intéresser au bas peuple, si je peux me permettre ainsi, de raconter leur histoire, ceux qui n'ont pas droit à la parole. C'est ainsi que nous avons fait ce premier long métrage de fiction sur une jeune fille de 15 ans muette qui est réellement, qui vit, mais qui n'a pas droit à la parole, donc qui doit subir toute sa vie. Et ça me fait penser au Nord aujourd'hui, ce que nos sœurs, nos épouses, nos mères surmontent aujourd'hui. Et ce que nous voyons dans ce petit film d'Emosso, qui, avec toute sa dignité de femme, tellement trahie par la société, qui pense que la seule solution, c'était de poser la question, est-ce que la vie doit s'arrêter là? Et c'est exactement la période que le Mali vit aujourd'hui. Nous devons savoir que le Mali, on ne peut pas l'arrêter, son histoire. Et tous ceux qui pensent que le Mali s'arrête là, puisque, excusez-moi, je suis obligé d'en parler, puisque c'est des faits qui m'ont fait... C'est des faits que je ne pourrais jamais exprimer ce que j'ai vécu pendant ces 6 mois. Et c'est une douleur qui est inqualifiable. Et je ne pense même pas, même en faisant une fiction, qu'on puisse le sortir. Mais ceci dit, j'ai fort conviction que le Mali surmontera. Parce qu'il y a eu toujours des femmes et des hommes dans ce pays pour surmonter tout ce qu'il y a comme obstacle. Oui, ému le doyen, il y a certainement de quoi. Nous allons maintenant parler de nous. Le saviez-vous? Votre télévision nationale a exactement 29 ans aujourd'hui et c'est votre serviteur qui en fut le premier présentateur. C'était un 21 septembre 1983. Oui, les temps se confondent. Nous étions à la veille du 23e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance, quand notre télévision a lancé ses premières émissions au grand bonheur de nombreux téléspectateurs. Et un peu plus d'un quart de siècle après, Sori Ibrahima Keïta revient sur cet événement à la faveur justement du 52e anniversaire du Mali indépendant et en guise d'hommage à certains artisans et grands témoins de l'histoire télévisuelle du Mali. 22 septembre 1983, 22 septembre 2012. Notre télévision nationale a 29 ans. Plus d'un quart de siècle d'existence dont le parcours s'est effectué entre un pouce et numérique. L'itinéraire qui se commémore aujourd'hui aura été tout sauf un fleuve tranquille. Vers 15 heures, je reçois un coup de téléphone de mon ministre de l'information à l'époque, Mme Gakou Fatounian, qui était avec le directeur général Younoussa Médico, pour me dire, allez, on va pour ce soir et on ouvre l'antenne à 19h30. Alors vous imaginez le branle-bas que ça fait, le premier démarrage d'une télévision. Au début, c'était l'inquiétude, c'était la curiosité, mais aussi la peur de la démystification.
Une histoire ayant commencé de façon impromptue, celle d'un destin palpitant, d'un rêve d'homme. La première l'esprit cri, c'est Mme Toussou-Diarra. C'est elle la première qui a annoncé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est elle qui a annoncé Baba Daga le 21 septembre à 19h30. Tout est parti de cet après-midi de la veille du 23e anniversaire de notre indépendance où les tout nouveaux téléspectateurs se précipitent sur les quelques rares petits écrans pour découvrir les visages des journalistes, animateurs et autres artistes ainsi élevés au rang de véritables stars par l'effet du nouveau médium. Derrière ces visages se cache aussi une armée d'artisans de la technique et leurs outils de travail. La télévision malienne est désormais née grâce à la coopération de la Jamaria arabe libyenne. La Libye nous proposait le système PAL et la France le système SECAM. Que ça a été des négociations ardues. La Libye donc a décidé d'offrir au Mali, pays frère, une télévision de l'ordre de 4 millions de dollars. C'était du matériel américain, Harris, à 1 pouce. Ils nous ont payé 4 caméras, un magnétoscope à 1 pouce. On était tout heureux de nous voir avec notre télévision et puis de se voir passer à la télé. Les parents appelaient, les amis appelaient, on était tout heureux. Quand on sortait aussi, les gens se demandaient quelle est cette personne. Ah tiens, vous, je vous connais. Hein? J'ai vu les gens qui réagissaient, qui disaient mais c'est les techniciens maliens qui vont gérer la télé. C'est pas possible, ils ne sont pas seuls, on ne peut pas y croire. Formant avec la radio le duo infernal d'un organe technique à gestion déléguée pour assurer le service public, radio sonore et télévisuel, la télévision nationale qui se confond avec son continent change de statut en 1992, devenant établissement public à caractère administratif, avec comme mission la conception, la réalisation et la diffusion de tous les programmes relatifs à l'information, à la culture, à l'éducation et au divertissement du public. Des missions qui en appellent d'autres. La conservation, la promotion de la culture malienne au double plan national et international, l'organisation, l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux et autres installations de diffusion. Au départ donc, il n'y avait que des ruisseaux. Un peu plus d'un quart de siècle après, déjà un fleuve. Celui qui a vu se jeter à l'eau, ce jeune présentateur JT de l'époque. Revoilà Baba Daga sorti du bain révélateur de cet autre 22 septembre. Relouqué certes, mais jamais blasé. Les larmes en viennent aux yeux. Ça ne nous rajeunit pas du tout. J'ai une pensée profonde pour nos compagnons tombés sur le champ de l'honneur entre-temps, entre autres Lamine Coulibaly, l'ingénieur Sékou Coulibaly. Maintenant, nous pouvons faire peut-être une balade dans notre capitale, Bamako, qui ne se distingue plus par ses gros caïcédras quand on l'appelait Bamako la coquette. Caniveau bouché, route impraticable en bien des endroits, là on n'évite pas les trous, chacun choisit son trou. La circulation ressemble à une danse de perclus, et puis, vous le savez peut-être, entre la colline du pouvoir, Koulouba, la colline du savoir, Badala, Bamako a une troisième colline, celle des déchets et dépotoirs. Dans la mêlée, on circule comme un peu, avec ou sans casque. Monsieur le maire et conseillers municipaux, Aïssa Ibrahim Maïga vous souhaite un bon appétit.
Oui, voilà, excusez du peu, mais j'avoue sans exagérer qu'il existe à Bamako d'autres endroits beaucoup plus ragoûtants. Nous n'allons pas fermer le journal par ces images, mais par un cri de cœur dans un chœur chanté par 30 enfants en 8 langues de notre pays, en reprenant seulement le couplet soniqué. Ils disent, ces enfants, maliennes et maliens, que nous soyons blancs ou noirs, nous sommes tous des Maliens, le Mali ne sera jamais divisé. L'association pour un changement global qui sera lancée demain au cinéma Babemba à 15h30. Là finit ce journal spécial 22 septembre 2012. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à le réaliser. Je vous retrouverai au prochain hasard. Mais d'ici là, après ce journal, un documentaire, le Mali 1960, un documentaire témoin de l'indépendance du Mali, réalisé par Alaouaï Touré, et le film long métrage Minier du réalisateur malien Souleymane Cissé, que Dieu bénisse le Mali. Thank you.